C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. La radiologie interventionnelle est très peu visible, c'est une spécialité lumineuse, mais qui reste un petit peu dans la pénombre. C'est dû aussi à pas mal d'années où on était prestataire de service, c'est-à-dire qu'on s'occupait de l'intervention du patient, mais pas plus. Maintenant qu'on communique avec nos confrères, on est en train d'avoir une visibilité un peu plus forte, mais il y a encore beaucoup de travail. Docteur Mehdi Lebadi est radiologue interventionnel depuis une vingtaine d'années et installé à la clinique Rive-Gauche de Toulouse depuis 1 an et demi. Docteur Lebadi, merci de bon, bienvenue. On va y aller directement si vous voulez. Ouais, tout à fait. Donc, Avec lui, nous avons parlé d'une spécialité peu connue, de l'importance d'offrir un choix aux patients et de jeux vidéo. J'ai su vraiment que je voulais être médecin en pratiquant la médecine. Je suis pas sûr d'avoir eu une vocation hyper tôt en me disant c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Le déclic, je dirais que je l'ai eu vraiment pendant les études de médecine, peut-être un petit peu avant de commencer à traiter les patients parce que c'est des études qui au début sont très denses avec plein de sujets que j'ai trouvé hyper intéressants, presque philosophiques en première année. Et c'est vrai que dès le moment où on commence en tant qu'externe à prodiguer certains soins, c'est comme très satisfaisant de voir des patients souvent qui rentrent aux urgences puisqu'on fait pas mal de gardes et qui en ressortent avec des prises en charge qui les aident à se soigner. Donc voilà, c'était plus intellectuel au début des études de médecine et après un peu plus pratico-pratique avec des résultats quand j'ai commencé à intervenir. Donc c'est à droite que ça fait mal particulièrement? En fait, elle a les deux pieds qui lui font mal. Ma mère ne parlait pas français, D'accord. elle vient d'Andorre, du coup elle parle... Okay. En fait, si vous voulez, elle a une épine calcanéenne. Ok. Vous avez là, si les radios. Mais elle a mal plutôt d'un côté. Parce que les images c'est intéressant, oui, mais voilà. Voilà. Ses D'accord, pieds, voilà. c'est l'aponévrose plantaire, d'accord. J'ai choisi ma spécialité un peu tardivement. J'ai commencé par chirurgie en fait. Sauf que ça s'est pas passé comme je le pensais. C'est-à-dire que j'ai commencé par de la chirurgie cancérologique assez lourde. J'ai trouvé que les interventions étaient très longues, assez délabrantes. Alors c'est super, encore une fois, d'ailleurs les chirurgiens qui font ça, je les admire beaucoup. Enfin, au bout de 10-15 jours, je pense que j'ai su que je ferais pas ça comme métier parce que ça ne me convenait pas sur le plan intellectuel, sur le plan de la difficulté aussi de l'internat. Un internat en chirurgie, c'est quand même très lourd. Il faut savoir que 15 jours après avoir commencé mon stage d'internat de chirurgie, mon premier stage, mon premier enfant est né. Et donc, je me suis dit que la chirurgie était vraiment pas adaptée pour moi. J'ai pris mon droit au remords parce que je voulais pas faire de chirurgie, donc je suis repassé dans les spécialités dites médicales. Et je me suis retrouvé en radiologie un petit peu par hasard. C'est des collègues internes avec qui je m'entendais très bien, avec qui on jouait au baby-foot à l'internat, qui m'ont dit « mais viens en radiologie, tu vas voir, il y a une bonne ambiance, il y a plein de trucs nouveaux, c'est hyper intéressant. Et puis toi qui voulais être chirurgien au départ, il y a la radiologie interventionnelle où tu pourras peut-être retrouver des choses qui t'intéressent. » Je leur ai répondu « mais moi je ne serai jamais radiologue parce que regarder des radiographies thoraciques toute la journée enfermées dans le noir, je vois pas trop l'intérêt. » Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Elle a déjà eu de la kinésithérapie, des infiltrations. Elle a fait kiné. Oui, le marteau, Okay, voilà. Elle a fait aussi une infiltration Okay. avec le diprostème, mais elle continue à avoir mal. Et ça a soulagé un petit peu ou ça... Elle a fait 70 séances de kiné. D'accord. Et ça a soulagé ou ça n'a pas eu de... Elle va faire les séances de kiné. D'accord. Ça va aller mieux. Et après, ça mais revient. dès qu'elle commence à faire un peu plus d'activité, la douleur repart. Déjà, je me suis rendu compte que la radiologie diagnostique, c'était le scanner, l'échographie, l'IRM, alors ok, des clichés standards, mais quand même un énorme panel d'imagerie pour quasiment toutes les pathologies et tous les champs d'application. Et j'ai découvert rapidement aussi la radiologie interventionnelle, donc pratiquée à bon niveau à Toulouse au CHU, et où j'ai pu découvrir en fait des thérapeutiques mini-invasives avec déjà des temps d'intervention assez courts, très peu de complications, et puis des résultats au moins aussi bons que la chirurgie, avec des champs d'application dans le cadre de l'urgence et en programmé hyper large. Oui. Généralement, quand il y a des douleurs, on fait tout ce qui a été fait. Et quand
ça fonctionne pas, on passe à l'embolisation, donc c'est ce que je fais moi. Pour l'intervention, elle sera allongée. Je vais faire une petite piqûre avec une anesthésie locale à droite, au niveau de l'artère. Et je vais amener un tout petit tuyau au niveau de ces artères malades pour les boucher. Je peux l'expliquer Bien sûr, allez-y. C'est juste une piqûre, oui, anesthésie locale. Anesthésie locale. Et il y aura aussi... La radiologie interventionnelle est très peu visible, hein, c'est une spécialité lumineuse pourtant, mais qui reste un petit peu dans la pénombre. On est une spécialité aussi assez récente, c'est par exemple à peu près tout le monde sait ce que fait un cardiologue, il s'occupe du cœur, le dermatologue s'occupe de la peau. Mais le radiologue interventionnel, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors déjà, le radiologue tout court, ça peut être compliqué. Lorsque j'ai choisi radiologie comme interne, j'ai un ami que j'ai croisé quelques temps après qui m'a demandé « mais qu'est-ce que tu fais ?» Donc j'ai dit j'ai choisi radiologie comme spécialité. Il m'a dit « mais pourquoi tu as arrêté médecine ? Je crois que tu faisais médecine. » Donc si, c'est compliqué de savoir ce que c'est. Alors radiologue interventionnel, c'est pire. Je pense que c'est dû aussi à pas mal d'années où on était prestataire de service, c'est-à-dire qu'on s'occupait de l'intervention du patient, mais pas plus. Donc on souffre un peu de ce passif. Maintenant qu'on est un peu, je dirais pas sur le devant de la scène, mais en tout cas qu'on communique avec nos confrères spécialistes et médecins généralistes et avec les patients, on est en train d'avoir une visibilité un peu plus forte, mais il y a encore beaucoup de travail. Ma mère, elle demande si vous avez déjà fait ça avec d'autres patients. Et si ça non, c'est mon cobaye, c'est la première. Non, je fais ça toute l'année. Non, mais je comprends. Non, mais ça lui fait super peur. Alors, c'est vrai que c'est une technique nouvelle, entre guillemets. Oui. Donc c'est pour ça que par rapport à... Et elle demande si elle va marcher le jour même. Oui, le soir. C'est pour ça qu'on fait ça en premier. L'autre option, c'est la chirurgie. C'est ce qu'on appelle le peignage. Il faut ouvrir. Il faut gratter au niveau de la ponévrose plantaire. C'est une chirurgie qui est plus lourde. Donc c'est sûr que le traitement moi que je fais est beaucoup moins invasif. Voilà, beaucoup moins invasif. Mais c'est ça, parce que ma mère, elle veut pas être opérée. Oui. Le docteur Lecoq, il a dit que même si elle s'opère, il n'y a pas de... Les résultats sont pas il assure pas qu'elle ait plus mal après. Oui. Et du coup, on écarte l'opération. Non, bien sûr, ça c'est un traitement qui fonctionne quand même. Voilà, et il nous bien. a proposé de venir vous voir pour voir si... Le pire qui puisse arriver, c'est que ça fonctionne pas à 100%. Mon exercice actuel, là, je travaille maintenant dans un centre privé, en clinique. Notre spécialité équivalente à celle d'un chirurgien. C'est-à-dire que les patients vont m'être adressés pour des pathologies probablement moins lourdes qu'au CHU, mais en tout cas, c'est des patientes que je vais prendre en charge de A à Z. C'est-à-dire que c'est des patients et des patientes que je vais voir en consultation, donc, où je vais leur expliquer l'intervention prévue, répondre à leurs questions. Je vais ensuite les programmer pour l'intervention avec l'anesthésiste, les voir lors de l'hospitalisation et surtout les suivre aussi par la suite. Donc en fait, le paradigme est complètement différent. C'est-à-dire que c'est des patientes, en tout cas, que ce soit en centre privé ou public, parce que le public maintenant aussi a des consultations de radiologie interventionnelle où on prend les patients et les patientes en charge de A à Z comme le ferait un chirurgien. Donc c'est vraiment à droite, c'est sur cette zone que je vais agir. Maintenant, encore une fois, je ne l'oblige pas. Hein. Oui. Elle fait ce qu'elle veut. Oui, mais c'est pour ça qu'on est là pour que vous nous expliquiez comment ça se passe. C'est un traitement mini-invasif. Voilà, je passe une petite piqûre au niveau de l'artère. Il y a un anesthésiste qui sera là aussi. Il faudra qu'elle fasse une consultation. Oui. Elle aura un traitement pour être zen pendant les 20... Ça dure 20 minutes à peu près. Donc pour les 20 minutes, elle sera à moitié endormie. D'accord. On ne met pas un tuyau dans la bouche pour respirer parce que c'est trop par rapport à ça. D'accord. Une anesthésie locale, 15-20 minutes pour injecter les petites particules au niveau des petits vaisseaux qui font l'inflammation. 3 heures, rester allongée sans plier la cuisse. Oui. Et après, elle rentre chez elle et normalement... En 24-48 heures, il y a déjà un bon soulagement des douleurs. Je vais lui donner les coordonnées sur mail et tout de cette traitant. Bon, très bien. Merci beaucoup. Je vais vous laisser retourner. Je reprends. Personnellement, je fais principalement des traitements de pathologies fonctionnelles qui peuvent altérer de manière vraiment très significative la qualité de vie. Le plus gros de mon activité, c'est le traitement de la santé des femmes, c'est des fibromes utérins. Donc les fibromes utérins, c'est une affection qui est assez fréquente, 30 voire 40% parfois dans certaines populations. Ça va faire saigner souvent lors des règles de manière abondante ces patients. Donc ça peut donner aussi des douleurs pelviennes. Vous l'installez sur cette chaise. Les fibromes, ils sont connus depuis longtemps ou... 2021, je pense. D'accord. 2021, je me rappelle plus. Vous avez plusieurs petits, mais vous avez surtout un gros qui a toute la place. C'est toute cette zone-là qui prend pas mal de place. Donc voilà, qui fait 8 cm. Et c'est vrai que c'est des patientes qui, généralement, vont voir leur médecin traitant ou leur gynécologue. Souvent n'ont pas d'autre option que la chirurgie, malgré des recommandations HAS 2022 qui sont assez récentes et qui proposent en fait aux patientes d'avoir un choix entre la chirurgie, donc soit l'hystérectomie
enlever entièrement l'utérus, soit la myomectomie, d'enlever seulement certains fibromes, ou l'embolisation. C'est que normalement, il y a 2 interventions chirurgicales et l'embolisation qui doivent être proposées à toutes les patientes qui ont des fibromes. Malheureusement, ces recommandations ne sont pas toujours suivies. Et j'ai des patientes qui viennent me voir, qui se sont renseignées sur Internet ou autre, qui m'ont dit on m'a jamais parlé de l'embolisation. Et moi j'ai la chance à la clinique Rive Gauche de travailler avec des gynécologues progressistes, entre guillemets. On propose à quasiment toutes les patientes le choix entre différentes techniques. Et pour les patientes pour lesquelles il y a des questions qui se posent au niveau de l'anatomie ou de la nature du fibrome, on a une concertation multidisciplinaire qui nous permet d'essayer de prendre les bonnes décisions de manière personnalisée pour chaque patiente. Et bien sûr, c'est la patiente, elle fait partie du choix, parce que c'est elle aussi qui doit nous dire ce qu'elle préfère comme intervention, avec les bénéfices et les risques de chaque intervention. Vous, les douleurs, vous les avez séparées, ça fait longtemps que vous les avez ? Cette année. D'accord. D'habitude, ça me faisait pas mal, mais là, ça me gêne depuis le début de l'année. D'accord. Allez, je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste. Vous avez eu le temps de lire les informations, oui. Donc on va reprendre ensemble. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On bosse bien avec les associations de patientes, avec la Fédération de radiologie interventionnelle, donc pour avoir un peu plus de visibilité et permettre que les patients et les patientes aient le choix entre les différents traitements et sortent un peu de cette errance diagnostique. Mais voilà, il y a des freins au changement. Un autre exemple, là on va parler de la santé des hommes, c'est l'hypertrophie de la prostate. Donc si le patient n'est pas informé, voilà, si c'est pas quelqu'un qui fouille un peu sur Internet, on va lui proposer la chirurgie mais rien d'autre en face, alors que ce qui se passe en face c'est quelque chose qui est validé mais qui actuellement ne décolle pas, puisque on a des confrères spécialistes soit qui n'y croient pas, soit qui sont inquiets d'une compétition avec leur pratique et la chirurgie qu'ils proposent. Au niveau du traitement, c'est assez efficace, on a une efficacité de 90% généralement sur les symptômes, sachant que les autres options thérapeutiques, c'est soit la chirurgie. Maintenant, vous, votre fibrome, comme il est assez gros, ça fera quand même une grosse entaille au niveau de l'utérus, donc c'est vrai que c'est un traitement qui n'est pas anodin. Soit enlever entièrement l'utérus. Maintenant, voilà, vous êtes jeune et l'utérus, il sert aussi à maintenir les autres organes. Mais moi, c'est la seule option qu'on m'avait proposée au départ. D'accord. Et je voulais pas. Je comprends. Donc voilà, c'est un traitement quand même un traitement alternatif qui est quand même beaucoup moins invasif, et il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas des complications que peut avoir la chirurgie. Donc la durée d'intervention, c'est à peu près une demi-heure. Pendant une nuit, on vous garde avec nous, parce que si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, on préfère vous avoir avec nous pour donner un traitement par voie veineuse contre les douleurs. Et on considère à peu près une semaine de convalescence et d'arrêt de travail. C'est-à-dire que pendant une semaine, généralement, vous pouvez être un peu fatigué, avoir quelques douleurs. On vous donnera un traitement systématique, mais faut compter une petite semaine pour être remis sur pied, sachant que pour une hystérectomie, c'est plus autour de 1 mois. D'accord. Okay. Le rapport au corps en radiologie, il est déjà modéré, entre guillemets, parce qu'on est souvent derrière un écran à avoir des corps en niveau de gris et pas toujours en chair et en os. Concernant les examens qu'on peut appeler intrusifs, c'est-à-dire par exemple une échographie pelvienne par voie endovaginale, on va bien sûr rechercher l'accord de la patiente, on va lui en parler avant. D'ailleurs, elles ont maintenant toute une information écrite avant, en début d'examen. C'est tout à fait logique et simple d'en parler avec la patiente. Donc moi je dis aux patientes, pour que l'examen soit bien réalisé, il faut le faire par voie vaginale. Est-ce que ça vous va ? On peut arrêter à tout moment si ça vous fait mal ou si vous êtes inconfortable. Je pense, si je me mens pas à moi-même, quand j'ai fait les premières, j'étais quand même étudiant et j'étais pas à l'aise du tout. Maintenant que ça fait un petit bout de temps, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise, que je sais déjà exactement ce que je vais rechercher, comment le faire pour pas que ça fasse mal. Et les patientes vraiment qui sont réticentes, je leur dis mais il n'y a pas de souci, on va le faire par voie abdominale. Clairement, on le verra moins bien, mais on peut quand même se débrouiller pour voir déjà certaines choses, et s'il faut, je leur prescris ensuite une IRM pelvienne par exemple qui n'est pas intrusif et qui permettra de bien voir les organes, mais je ne vais pas les culpabiliser en leur disant l'échographie sert à rien, vous n'avez pas voulu. Moi je comprends tout à fait qu'un examen intrusif ne soit pas trop accepté. Tout ce qui est radiologie interventionnelle, c'est aussi intrusif, parce que pareil, ça fait longtemps que je le fais. Les patients sont sous anesthésie, puis comme je leur explique tout avant, ça se fait assez naturellement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai raconté ? Non. C'est à peu près clair pour vous ? Oui. Donc je vais vous laisser retourner en salle d'attente. La secrétaire va vous appeler pour vous proposer rendez-vous. Je parle de ça, puis je vous laisse repartir par là-bas. Je pense que le rapport au corps a pas mal évolué au cours de ma carrière. Quand j'étais externe, j'ai assisté à des scènes peu glorieuses où le patient qui était examiné de manière un peu intrusive par le professeur, qui montrait à toute sa cour comment il fallait faire l'examen clinique, notamment avec des touchés pelviens ou des choses comme ça.
Et je pense qu'aujourd'hui, ça me paraîtrait très très bizarre de voir ça. Je suis plus étudiant, mais j'ose espérer que maintenant que ça a beaucoup évolué, qu'il y a beaucoup plus de consentement pour les patients. Les patients déjà et les patientes sont informés beaucoup plus qu'avant. Il y a un accès à Internet qui a explosé. Le côté médecin, Dieu vivant, a disparu et je pense que c'est une bonne chose. Alors parfois, il faut éviter de passer à l'opposé où on peut être attaqué pour un oui ou pour un non, mais je pense qu'un juste milieu simple avec de l'explication, avec du consentement, ça se passe extrêmement bien et j'explique beaucoup. Alors tout simplement parce que je trouve ça normal. Et je vais être très terre à terre. Alors j'y pense maintenant, je le fais pas pour ça, mais ça évite beaucoup de procès, les explications, parce qu'en fait les procès les plus fréquents c'est pour manque d'informations. Et voilà, il y a une relation de confiance qui s'installe lorsqu'on explique les choses. Je pense que c'est très simple, c'est très très humain et très banal en fait. En radiologie, on va être très confronté à la maladie parce qu'en imagerie diagnostique déjà, on a tout le suivi des cancers et donc on a des découvertes de cancers. Il va se poser la question, qu'est-ce qu'on dit aux patients, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et donc, à mon sens, c'est complètement du cas par cas. Il y a des patients qui vont nous demander d'emblée, je veux voir le radiologue et je veux tout savoir, je suis prêt, etc. Donc, il faut essayer de sentir. Et ça, le problème, c'est qu'on n'est pas non plus dans la tête des patients. Et c'est très compliqué de faire repartir un patient chez lui avec un diagnostic grave comme ça. Dans la mesure du possible, dans ma pratique, moi, j'essaye quand même de faire en sorte que ce soit pas moi qui l'annonce parce que je considère qu'au milieu des 20 scanners, c'est pas très propre de faire ça pour le patient. Par contre, on va appeler le médecin prescripteur pour qu'il voit rapidement le patient, qu'il puisse faire ça de manière propre et encadrée avec une annonce correcte, avec du temps. Parce que moi, en tant que radiologue, j'ai pas reçu la formation et je veux pas faire repartir le patient avec un diagnostic grave sans savoir s'il a de la famille autour de lui, etc. Par contre, un patient qui est suivi pour un cancer et qui veut savoir, qui est bien au courant, si je le sens, je vais lui expliquer avec mes mots, en essayant de trouver les mots justes par rapport à ce que je ressens de l'état du patient, mais c'est très compliqué. Voilà, je vous laisse vous installer par ici. En dehors des règles, vous avez des saignements ou c'est surtout pendant les règles que Pendant les règles. D'accord. Quand j'ai eu cette crise, j'ai eu l'impression d'avoir des contractions comme un accouchement. Moi, je parle pas très bien français. Il n'y a aucun souci. Espagnol, par contre. Moi, simplement, ça va être moi qui vais être limité. Je vois pour la varicocèle, c'est qui le médecin qui vous envoie? Et sur le coup, j'ai même cru que j'avais fait un déni de grossesse. Parce que je ne pouvais plus bouger, mon mari me portait, je ne pouvais plus marcher. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai raconté? Non. C'est à peu près clair pour vous? En radiologie interventionnelle, lorsque je bossais au CHU, que ce soit à Toulouse ou en Martinique, on avait une astreinte avec évidemment beaucoup d'urgences et d'urgences vitales. Alors les vies, on va dire que j'ai sauvées, le classique, c'était soit des accidents de la voie publique avec des patients qui avaient des lésions d'organes qui saignaient. Donc le traitement par radiologie interventionnelle consiste à aller dans les vaisseaux qui saignent et les boucher, c'est de la plomberie. Même idée, les hémorragies dites de la délivrance ou l'hémorragie du postpartum. Donc c'est des patientes qui vont accoucher et qui vont avoir des saignements anormaux avec un utérus qui ne se rétracte pas. Et là aussi, on est amené à aller dans les vaisseaux pour les boucher. Donc j'ai souvenir de patients qui venaient dans un état assez critique et qu'on a pu sauver. Maintenant, on venait faire l'intervention et on repartait. C'était extrêmement rare qu'on revoie les patients après. C'est pas grave, on n'est pas là pour avoir des médailles, mais penser qu'il avait été traité, en tout cas sauvé, ou son saignement s'était arrêté grâce au chirurgien ou au gynécologue obstétricien qui l'avait accouché. Et nous, on n'existait pas en tout cas. Et encore maintenant, je pense que c'est extrêmement rare lorsqu'on a une intervention en urgence qu'on aille ensuite voir le ou la patiente pour lui dire « Coucou, c'est moi qui vous ai sauvé ». Maintenant, de toute façon, c'est un peu notre job et on n'attend pas spécialement des fleurs, mais c'est vrai que ça permettrait peut-être de faire sortir un peu la radiologie interventionnelle de l'ombre, même si faut notre boulot et c'est le plus important. Alors le côté technique de la radiologie interventionnelle me plaît beaucoup. Je pense que je suis tombé dans les jeux vidéo très petit. La console Atari avec Pong, Space Invader. Ça m'arrive encore de jouer aux jeux vidéo, donc ça va être plus des jeux de réflexion, civilisation, des trucs comme ça. C'est moins des jeux d'action. Mais je pense que malgré tout, le côté jeu vidéo peut être aussi présent, parce qu'au final, j'utilise mes mains et je regarde un écran. Les mouvements que je fais avec mes mains sur mes outils vont être reproduits à l'écran, donc il y a quand même quelque chose de ludique.
Et c'est vrai qu'en radiologie interventionnelle, nos outils ils évoluent quasiment tous les ans ou tous les 2 ans avec des nouveaux outils, des nouvelles sondes, des nouveaux produits d'embolisation. Ça bouge tout le temps et je crois que c'est une espèce de stimulation cérébrale un peu permanente en radiologie interventionnelle qui est assez chouette. Moi, je suis un peu un hyperactif, donc le fait qu'il y a toujours quelque chose qui bouge, ça doit me rassurer quelque part. Sur des interventions un peu techniques, par exemple des embolisations d'un anévrisme où on commence à suer un peu parce qu'on n'arrive pas à aller dans la bonne artère, où le patient continue à saigner et s'aggraver, tout d'un coup il y a un déclic. C'est-à-dire qu'on va se dire ah tiens, si j'utilisais telle sonde plutôt qu'une autre, en quelques secondes de réflexion et grâce un peu à l'expérience et parfois un peu au hasard, tout d'un coup il y a le déclic, hop, le cathéter va dans la bonne artère. Alors c'est vrai qu'en en parlant comme ça n'a pas l'air très excitant, mais c'est vrai que quand on est en cours d'intervention et qu'enfin la situation se débloque et qu'on arrive dans l'artère qui saigne et qu'on la bouche et que le patient passe d'une tension de 7 à 10, 11 et que l'anesthésiste nous dit ah, ça y est, il va mieux, on diminue les perfusions, etc. C'est comme des moments, je pense que c'est surtout dans le cadre de l'urgence où vraiment on se sent, on a une petite poussée d'endorphine où on se dit ouf, ça fait du bien d'arriver à l'intervention qu'on souhaitait et à améliorer l'état clinique du patient. Donc ouais, il y a des souvenirs comme ça où il y a un déclic, où enfin on est dans la bonne artère, enfin on arrive à boucher le bon vaisseau. Bonjour. Voilà, vous allez pouvoir venir vous asseoir ici. Et malheureusement, j'ai pas trop de... Bon, parfait. Donc c'était pour des problèmes de varices pelviennes. Donc je vais voir à nouveau votre IR. Enfin, au départ, avec elle, je l'ai vue parce que j'avais des... Des varices des membres inférieurs ? Ouais, j'avais des douleurs dans les jambes et au niveau du bas-ventre. Plutôt à gauche, à droite ou... Non, c'est tout le bas-ventre. C'est un peu le bas-ventre. Vous avez eu le temps de lire un petit peu le... Oui. Ok, bon, on va reprendre ensemble. Et si vous avez des questions, quand je vais faire une intervention de radiologie interventionnelle, je vais un petit peu pas sortir de mon corps, mais pas loin. C'est-à-dire que je vais me concentrer sur l'écran qui renvoie l'image du patient. Alors le ou la patiente peut discuter un petit peu avec moi au début, mais une fois que je commence, je lui explique qu'il faut que je me concentre sur l'intervention. Et une fois que je suis concentré sur les images, c'est vrai que, alors, je vais pas dire que c'est comme un jeu vidéo, mais pas loin, sauf qu'on n'a qu'une seule vie cette fois-ci. Je sais que le patient est là, mais je suis tellement concentré sur les images que tout ce qui est impact négatif de l'extérieur, je vais plus trop le ressentir parce que je vais être vraiment focalisé sur mon petit tuyau, où amener mon petit tuyau au bon endroit, injecter la bonne dose du produit, etc. Donc très concentré sur les images et peut-être moins sur le monde extérieur. Donc c'est vrai que ça peut être un peu inhumain entre guillemets ou désincarné, mais c'est ce qui m'aide aussi à prendre du recul et à faire bien mon boulot. C'est-à-dire que si je passais l'intervention à pleurer en me souvenant des cas un petit peu tristes, je pense que je soignerais pas très bien le patient qui est allongé sur la table d'intervention. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai raconté ? Oui, est-ce que c'est une fois que c'est embolisé, entre guillemets, ouais. Est-ce que ça le reste ou est-ce qu'après au niveau du flux sanguin, est-ce que ça peut pas... Dans les 5-10 ans, parfois, il peut y avoir une récidive et dans ce cas-là, on peut être amené à refaire une séance d'embolisation, mais généralement, la plupart des patients sont tranquilles pendant le reste de leur vie et dans un petit nombre de cas, on doit refaire une embolisation, ça peut arriver. Mais l'intervention est tellement légère que généralement ça pose pas de soucis. Non mais comme moi je... Après on va essayer de tout faire. Parce que j'ai déjà eu une intervention au niveau des SAFEN. Tout à fait. Et là aujourd'hui j'en ressouffre encore. Voilà, mais le problème c'est au niveau des jambes, si on fait le traitement au niveau des jambes, ça va récidiver parce que il y aura toujours l'apport du haut. Donc on est obligé de faire dans ce sens-là. C'est ok pour vous ? Ok. C'est bon pour vous ? Je vais me laisser un laps de temps de réflexion. Ah oui, donc, alors par contre, vous avez, si vous voulez réfléchir, c'est vous qui voulez. On ne souhaite pas dessus. Le risque, entre guillemets, c'est que les symptômes persistent, voire se majorent un petit peu. Par contre, il n'y a pas de risque de saignement ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun risque. Ok ? D'accord. Très bien. Merci. Allez, je vous laisse repartir par ici. Alors, mon plus grand enseignement dans ma carrière, il y a des petites citations qui me viennent en tête. Le professeur Joffre, qui était mon premier maître en radiologie interventionnelle, qui répétait très souvent « le mieux est l'ennemi du bien ». Lorsqu'on arrive à un certain résultat satisfaisant, c'est propre à l'être humain ou à certains êtres humains, c'est de vouloir faire encore mieux. Et généralement, quand on veut encore faire mieux, c'est là que les complications arrivent. En radiologie interventionnelle, ça va être on est en train de boucher des vaisseaux qui saignent. On a réussi à les boucher, le patient va mieux, tout le monde est content. Et on a l'impression qu'il y a peut-être un autre vaisseau à côté qui est peut-être un peu bizarre, un peu irrégulier. Il ne saigne pas de manière active, mais le patient va bien, tout le monde est content, on a fini l'intervention. Et là, on va se dire, bon allez,
on y est, il y a ce vaisseau, il me paraît un petit peu bizarre, je vais aussi y aller. Et c'est là qu'on va dans ce vaisseau. Et là, il va se mettre à saigner parce qu'on aura mis le mauvais guide, le mauvais... Et en fait, ça s'applique dans pas mal de choses. Alors, je dis pas qu'il faut pas être rigoureux, qu'il faut pas aller au bout des choses, c'est pas mon propos. Mais je pense que quand on arrive dans nos interventions et dans la vie en général à quelque chose de bien, de vouloir encore améliorer alors qu'on est déjà quasiment au top, on peut s'exposer à des complications. Et je trouve que c'était une phrase intéressante et ça m'a pas mal servi. Alors, comment ça se passe depuis l'embolisation ? Ça va. Ça va. Mieux ? Donc voilà, toutes les varices se sont affaissées. Le traitement a très bien fonctionné sur le plan morphologique. Là, ça vous fait mal quand j'appuie ou pas spécialement ? Non, pas du tout. Bon, dans ce cas, le suivi après, ça sera votre médecin généraliste ou éventuellement le gynécologue. D'accord. Mais là, il n'y a pas besoin de faire de complément d'embolisation. En tout cas, tout est en ordre. Non, il n'y a pas besoin, sauf si jamais vous avez des symptômes qui reviennent ou quoi que ce soit, vous pouvez reprendre rendez-vous avec moi, je vous recevrai, on referai une échographie. D'accord. Si c'était à refaire, y compris sur ma spécialité, je referais la même chose. Je trouve que c'est assez génial comme spécialité. La médecine en tant que telle, c'est vrai que je trouve que ça coche beaucoup de cases. Un travail d'équipe, donc on croise des gens avec qui on va bosser, avec lesquels on va échanger, avec lesquels on va essayer d'améliorer la condition des patients. En radiologie interventionnelle, on a le côté diagnostic où on va faire avancer les dossiers en essayant d'expliquer pourquoi le patient a un symptôme. On va améliorer les symptômes des patients, voire parfois leur sauver la vie. Puis alors, je vais pas vous mentir, en radiologie interventionnelle, on est quand même une spécialité. Alors certes, on va parfois se lever la nuit, mais qui est moins difficile que d'autres spécialités quand même, parce que c'est des interventions plus courtes. On a moins de complications, donc je trouve qu'au niveau de notre vécu, on a peut-être moins de burn-out. L'équilibre vie personnelle et vie pro va être plus simple en radiologie. Bon, moi je bosse beaucoup et comme mes enfants sont grands, je suis pas mal un peu workaholic ou work addict. Mais c'est vrai qu'il y a la possibilité en radio d'avoir une vie assez équilibrée. Je vais continuer, voire mourir sur scène. Voix de médecin est un podcast de What's Up Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!